Allez, Boker Tov, mes amis. Continue le Chod Sadikim, après la petite histoire d'hier matin. Là, on va voir, il va nous expliquer donc quand est-ce que Béhémet faut utiliser un petit peu cette arzariout, un petit peu être un peu cruel entre guillemets. Est-ce que c'est possible? Alors regardez ce qu'il dit. Yesh mekomot shetzarich linok barzariout. Il dit malgré tout, il y a des moments ponctuellement où il faut être cruel. Il dit par exemple keneged arshaim, contre les méchants, contre les impies. Keder shamar Eov vashbera mitlaot aval umishinab ashlich taref. כמו שאמרה התורה להמית ארשעים ולהכותם. וכן אמרו רבותינו, מי שאינו רוצה לעשות סוכה וציצית טליתו ומזוהה לפתחו, מקינותו עד שיצא נפשו. וכן כתובות. וכל זה צריך אכזריות, לרדוף ארשעים ולהכביד עליהם, להחזירם למוטב. Et donc parfois, c'est ce que je vais expliquer, נכון? Ce que j'avais expliqué, je crois qu'on l'avait fait ça, non? Non. Oui, on l'a fait. Oui, j'avais expliqué, hein, d'accord? Oui. Ça va être... oui, le rachat. Voilà, on avait fait sur rachat, exactement. Ah, oui. Aket Shinav. En fait, c'est ce qu'il dit le Ben Ishraï par rapport à la Gada de Pessah. Aket Shinav. Frappe les dents du rachat. Quand il te... On avait vu tout ça. Ouais, ok. Ouais. Alors on continue. Il n'y a pas marqué. Donc dans un autre endroit, dans un autre domaine, où parfois, ponctuellement, il faut être arzari et cruel. Il dit quoi? Bemi ata motse divrei Torah, bemi shimasi matzo arzari al banav keorev. Où tu trouves la Torah, chez qui tu trouves la Torah? Celui qui est cruel avec ses enfants comme le corbeau. Et il dit comme Rabada bar Matna, Shaya olech le Bet Midrash. Et il dit comme qui? Comme Rabada bar Matna qui allait au Bet Midrash pour étudier. Vamralo Ishto, ça lui disait, Yaldecha ma'aseh lahem. Il a dit mais qu'est-ce que je fais avec tes enfants? Toi tu vas étudier, il faut leur donner à manger. Mais Shivla, il a répondu, Ikakurme be'agma. Il dit il y a des hirakot, il y a des légumes dans le hagam, sur le champ. Kizé d'avar barou. Amerachem al-banav yoter midai, quelqu'un qui a trop pitié de ses enfants. Mitorka choshev l'arviach mamon. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours vouloir gagner plus. Et quand je dis mais pourquoi tu fais ça? C'est pour mes enfants. Velo yachush yabolo amamon. Et après, tellement que la personne, elle est là, parce qu'elle se dit, c'est pour mes enfants, pour une bonne éducation, pour une bonne école, pour une bonne machin. Il fera pas attention d'où il gagnera son argent. Be'eter ou be'issour. Est-ce qu'il gagnera son argent de manière honnête ou malhonnête? Qui ava mekalkel et ashura. Parce qu'il y a, comme on avait dit, quand il y a un amour qui n'est pas contrôlé, il y a un amour débordant, à ce moment-là, on est capable de faire des bêtises. Les gens qui sont capables de tuer par amour. Chez Mishmor, chez l'Oneda, chez Mishmor. Et là, pareil. Capable de voler par amour. Et en fait, c'est qu'on va du vol. Tu vas pas voler ma vache et tu vas faire un casse. On parle pas jusqu'à là. Mais même la façon dont tu gagnes ton argent. Si, d'accord, et on connaît cette notion-là. Pour les enfants, pour l'éducation des enfants, machin, alors tu te permets tout. Mais la Torah, elle te dit, t'as pas le droit. C'est pas honnête, c'est malhonnête. D'accord? Et si tu te donnes tellement, tu dis pour mes enfants, à la fin, tu n'as même plus le temps d'étudier la Torah. Ah oui, écoute, excuse-moi, je suis obligé. Qui est assez à sa kavika, parce que tu vas faire ton travail principal. Et la Torah, même pas tafel, même pas qu'elle sera tafel, tu fais là, même pas qu'elle sera secondaire, c'est qu'elle y sera même pas. Et à la fin, tu verras que tout ce que tu fais, comme mes boulbal. Mes boulbal. C'est comme mes boulbal. Confus. Tu es quelqu'un de confus dans la vie. Dans tout. Tu es confus dans tout. En fait, comme on vient de dire, t'as pas de colonne vertébrale. Oui, un jour comme ça, c'est confus, t'es des boules bas. Et c'est un peu pareil, quelqu'un qui manque de cohérence en fait. Manque de cohérence, manque de stabilité, exactement. Et quelqu'un par exemple qui Rashka nafsho batora, quelqu'un qui Béhémet, il est tombé amoureux de la Torah. Il va faire de sa vie la Torah. Torato manuto. D'étudier le matin au soir, comme un abrech. D'accord? Il doit être arzari avec ses enfants. La camarade, quand elle parle là-bas, elle parle de ça. Il faut être arzari avec ses enfants. Il faut être cruel avec ses enfants. Parce que tu sais très bien qu'à un moment donné, tu n'auras pas à manger. Tu sais très bien qu'à un moment donné, parce que c'est sur ça que le Satan, Yetzirara, il a fait la guerre contre Yaakov. Il a tapé la hanche. La hanche, c'est la poche, entre guillemets. Il a tapé les Talmidei Chachamim. Il dit le Kliakar, c'est ceux qui sont tomchim batora.
et que le Talmid Racham, au départ, il aura du mal à étudier. Il aura du mal au niveau Parnassa pour pouvoir étudier. Et le Satan Yetzirah, c'est là où il tapera pour le faire lever du Beth Midrash, pour l'empêcher d'étudier, de grandir dans la Torah, de devenir dans la Torah. Et donc au départ, il faut être Arzari. Tu rentreras des soirs, tu n'auras pas de quoi donner à manger à tes enfants. Je parle de vécu. Bah oui. Tu entreras à la maison, tu n'auras pas de quoi donner à manger à tes enfants. Pita Khumous. Aval, il faut être Arzari avec tes enfants. C'est un passage. C'est un passage. C'est un passage. C'est le Nisayon, c'est... Alors, Bezrat Hashem, on ne le souhaite pas ce Nisayon, d'accord? Personne ne le souhaite. Aval. C'est un Nisayon qui est connu malheureusement chez les Talmidei Chacham, mais celui qui veut étudier. Le Satan, il tape à la poche. Comme ça, tu te lèves du bétail. Je dois travailler comme tout le monde. Tu as ta parnassa et c'est facile. Enfin, tu penses que c'est facile, quoi. D'accord, même la parnassa, c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est facile. C'est plus facile, on va dire. Quand tu rentres chez toi, tu n'as pas donné à manger à ton enfant, comment tu fais? Il y a Arzari qui est Horeb. Pourquoi Horeb? Parce qu'on dit que le Horeb, le corbeau, c'est l'animal le plus Arzari, le plus cruel avec ses enfants. Parce qu'en fait, quand ils naissent blanc. Mais lui, il est noir, donc il ne le reconnaît pas. Donc il le tue. Et donc il ne les nourrit pas. Et Akadosh Baruch Hu, il fait que de son nid, il y a des vers de terre qui naissent, et de là-bas, ils se nourrissent, les petits. Comme ça, il dit la Gemara. Parce qu'il ne les reconnaît pas. Donc il croit que sa meuf, elle est partie avec le facteur blanc. Là, c'est l'inverse, d'accord? On est en Afrique, et puis le gosse, il sort blanc. Parce que le Horeb, il est noir. Puis, mais comment ils sont noirs, les gosses, chérie? Bah, on a une chance sur milliard. Ouais, mais d'accord, mais on est au Club Med l'année dernière. C'était peut-être le géo. Bon, t'as compris. Comment? Blanc. Ils naissent pas noirs en tout cas, ils sont pas blancs, mais ils sont pas noirs, ils naissent pas noirs, ils sont plus blancs que noirs. Donc il ne reconnaît pas. Messieurs, Akadosh Baruch Hu, il fait naître des vers dans leur nid, d'accord? Et puis ils peuvent se nourrir. Ouais. Et donc ça quand il faut être Arzari qui est au rêve, qui abandonne Kabiachol ses enfants. Alors on n'est pas en dire qu'il faut abandonner ses enfants, pas en dire ça, c'est parce qu'on a en dire, c'est une image exactement, pour dire que parfois, hein, et j'espère que j'explique bien ce que je veux dire, parce que la plus grande rachmanout que l'on a, la plus grande miséricorde, pitié, c'est avec nos enfants. Et quand on est trop, comme on l'a dit tout avant, d'accord, quand on est trop, d'abord on est pourri, et si je peux, là il dit pas par rapport à eux, il dit par rapport à nous. Nous-mêmes on peut se pourrir. Parce que pour nos enfants, alors je vais voler, pour mes enfants, je vais... Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, ils ont beau dos. Oui, mais là on va pas dire que tu fais exprès. Voilà, c'est naturel un peu. C'est naturel un peu. C'est tes enfants, c'est inné, tu veux. Des fois, il faut être ça, il faut. Et comme je le répétais, bon, on en a parlé 1000 fois, d'accord? C'est pas vrai à 100%, mais comme on dit, il y a la généralité. Comme dans un couple, en général, une maman, une femme, elle a beaucoup plus de mal qu'un homme à appliquer cela. Et en fait, c'est beaucoup d'égoïsme, c'est égoïste. Parce que là, on ne parle pas par rapport à l'enfant, ça fait de la peine. Mais là, on parle par rapport à la femme elle-même. En fait, si elle réfléchissait un petit peu, parfois, il faut être dur avec l'enfant. Ok, il faut être dur. Et des fois, il faut être dur avec l'enfant. Ok, il faut être dur. Ça ne fait pas plaisir. On aimerait que tout se passe comme il faut. Pas besoin d'être dur. Pas besoin de prendre des décisions des fois draconiennes parce que c'est grave ce qui se passe. Et d'accord, on n'a pas envie de ça. Qui a envie de ça? Personne n'a envie de ça. On a envie que ça se passe bien, qu'ils nous écoutent, que ce soit machin. On a envie de ça. Et des fois, à cause de ça, la femme, elle va t'empêcher de le faire ou elle va s'empêcher de le faire. Je ne parle pas parce qu'elle semblant elle a pitié de l'enfant. Par égoïsme. Parce que ça la fait souffrir à elle. De voir son enfant comme ça, alors ça lui fait du mal à elle. Mais en fait, c'est égoïste. Parce que tu penses que quand toi tu plies ton enfant, t'as pas la peine. Mais j'aimerais moi aller au resto avec lui, faire un tennis, aller machin. À part que c'est un débile, on parle des parents normaux. On parle pas des débiles, ok? Un peu maso. Un peu maso qui est là, il fait son kiff à punir, à machin, il y a ni queue ni tête. Non, je parle pas de ça. Je parle d'éducatif. C'est dur même pour un papa des fois de punir un enfant. Nous aussi, on a une certaine mise, on est plus facile mais ce que je veux dire, c'est que voilà, la femme, elle a tendance, entre guillemets, et c'est très dur pour une femme. Ça, c'est très dur pour une femme. Très dur pour une femme. Entre guillemets, des fois, arzarit avec ses enfants. C'est se faire violence. Mais en fait, c'est se faire violence à soi. Exactement, se faire violence à soi. Savoir qu'est-ce qui est bon maintenant pour l'enfant. Qu'est-ce qui est bon pour lui. Ah, mais ça me fait du mal, ça me fait souffrir, je ne peux pas le voir comme ça. Ok, pleure maintenant. Une fois, c'était... parlé hier l'histoire du Rav Chagin. D'accord? Mon grand-père, quand mes oncles ils ont grandi, alors il a dit à ma grand-mère, il dit voilà, on va les envoyer à Aix-les-Bains. L'Aix-les-Bains de 1960, hein, donc tu imagines l'Aix-les-Bains de l'époque. Quoi. Et donc il a dit à ma grand-mère, il a dit on va envoyer les garçons, donc le grand on l'envoie directement, il va à Aix-les-Bains.
Bon, ils étaient traditionnalistes, hein, ils étaient, parce que tu sais, en Tunisie, ils étaient très religieux, ils sont venus en France. C'est parti en vrille, c'est un peu parti en vrille, ok, par la vie de machin, voilà. Mais traditionnalistes, ouais, c'est bien. Il y a un disque. D'accord, on a compris. Les années disco, ok. En tout cas, quand l'aîné de maison, donc il est devenu en âge pour aller là, ça y est, mon grand-père, il a dit, il va avec ses mains. Ah non, il va pas être avec nous, vous comprenez à l'époque, d'accord. Quand il partait à l'échevet, il restait 6 mois, il ne venait pas à la maison. Pour partir, c'était les trains de nuit, il n'y avait pas les TGV comme les 3 heures, machin. Et c'est la yeshiva d'Exléman de l'époque, ok. Alors, et cette histoire-là, c'était au Espedim de mon grand-père que le Rav Tzvi l'avait raconté. Donc quand ils sont arrivés avec ses mains, ils ont accompagné le gosse, d'accord. C'était un périple. Ils sont arrivés là-bas et tout ça. Et Baruch Hashem, Blainara, mon grand-père et tout ça, il avait une vraie situation à Paris, d'accord. C'était vraiment une vraie Blainara, belle situation. Ma grand-mère, elle arrivait avec la fourrure là-bas, c'est le machin, la classe, vraiment la classe. Et ils arrivent là-bas et tout ça. Et ils rentrent, alors il y avait des chambres, genre 2 chambres qu'il y avait à l'époque, tu vois. Ils rentrent dans la chambre et tout, et il pleuvait. Et en fait, Il pleuvait dans les chambres. il pleuvait dans la chambre. Non mais sérieux, il avait sa chambre, il voit sa chambre et puis il y avait de l'eau qui coulait. Tu viens, t'as comment on dit, les cœurs en argent là-bas, d'accord. La grand-mère, elle sort, elle dit rien, elle sort, elle prend mon grand-père, elle dit, ah, je te dis, mais il reste pas une seconde ici, je laisserai pas une seconde mon fils, mais ça va pas, regarde-moi ça, il n'y a même pratiquement pas de toi, ça coule. Pour qu'il n'y avait pas de lait. Chaque jour, il y avait un élève qui partait chercher le lait à la ferme là-bas, 3 km à pied, il faisait pour aller chercher le lait. Vous comprenez ce que c'était à l'époque avec les mains, d'accord. Et donc il pleuvait et ça coulait dans la... Et mon grand-père, il lui a répondu, il lui a dit, regarde, comme dans la chambre, là, l'eau elle coule, pleure maintenant comme l'eau qui pleure dans la chambre, pleure maintenant, pas que tu pleures plus tard. Et tu le laisses ici. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est vrai, quand tu vois ça, Meshkin, chez Chalik, à la maison je te biche, je te fais la mlouhaya, je te fais la machin, je te fais le truc, quand tu es dans la galère. Il l'a vu beaucoup plus loin. En France, c'était quoi? Regarde toute cette génération. Assimilation, machin, plus rien de Torah, plus rien de livre. Il avait vu ça, mon grand-père. Il pleure maintenant, c'est vrai que ça fait mal, ça ne fait pas de la peine de le laisser dans un truc comme ça. Maintenant, ça fait de la peine. Alors nous, on se fait violence, pleure maintenant, comme ça, Bezrat Hashem, quand il grandira, on pourra pas plus tard, il aura une vraie situation, un vrai Ben Torah, un vrai machin. C'est une vision loin. C'est une phrase qu'on entendait quand on était. Exactement. Ouais, bon, Hachem, ouais. Il était traditionnaliste, mais... Au départ, après, ils sont revenus beaucoup plus. Après, quand ils les a mis à la yeshiva, non, il y avait plus que ça. Moi, mon grand-père, son rave, c'était le rave Chaim Khouri. Gabès, c'est le Gabessien. Et quand il était à Gabès, il n'y avait pas autre chose, il n'y avait que ça, c'était que la Torah, tout ça. Il a eu la smicha de shrita de poulet avec le rave Chaim Khouri. Après, ils sont venus en France. Ils ont dû tout lâcher en Tunisie, dans un machin. Ils sont venus comme on dit, avec une valise, ok, comme un machin. C'est très dur, très dur. C'est des histoires, c'est des moussards de tous nos grands-parents. Hein. Gabriel Khouri. Chaim Khouri. Ah, le fils. Le fils. Ouais. Ils habitent à Pantin, non? Non, ils sont à Beersheba. Beersheba. Tous, ouais. Il y a une synagogue de la famille Khouri là-bas. Je sais pas. Je crois qu'ils sont tous à Beersheba. On est allé avec mon grand-père, très long souvent. En tout cas, c'est l'exemple même. D'accord. Des fois, on fait des choses, on se dit, mais regarde, écoute, chérie, c'est pour le bien de l'enfant, c'est pour son bien. Alors ça va nous faire du mal. Et c'est vrai, il y aura de la souffrance ponctuelle. Mais tu sais que la cabane, elle est bonne. Tu sais que l'intention, elle est bonne. Et tu sais que la fin, surtout, Bezrat Hashem, elle sera bonne. Donc parfois, il faut être rassuré avec ses enfants. On va le voir après. Continue.